Stitch et Angèle. La rencontre. Il était une fois, dans un coin reculé de la galaxie, un savant un peu fou nommé Jumba. Après avoir créé des centaines d'expériences génétiques, dont la célèbre expérience 6 de 6, Jumba décida un jour de créer son opposé parfait. Si Stitch est énergie, chaos et malice, alors créons la douceur, l'élégance, la musique, déclara-t-il avec enthousiasme. Et ainsi naquit l'expérience 6 de 4, une adorable créature rose aux grands yeux brillants, avec une voix qui pouvait hypnotiser les autres expériences. Jumba l'appela Angèle. Contrairement à Stitch, qui bondissait partout et cassait tout, Angèle était calme, réfléchie, gracieuse. Elle chantait doucement des mélodies venues de l'espace, qui faisaient fondre même les cœurs les plus durs. Mais Angèle, malgré tous ses talents, se sentait incomplète. Quelque chose lui manquait, ou plutôt, quelqu'un. Pendant ce temps, Stitch vivait sur Terre avec Lilo. Il passait ses journées à courir sur la plage, à manger des glaces et à faire des bêtises. Mais parfois, le soir venu, il regardait les étoiles et soupirait. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait un peu seul, comme s'il attendait quelqu'un. Un jour, Jumba décida qu'il était temps. Il envoya Angèle sur Terre. « Va, petite expérience 6 de 4, tu es spéciale. Tu es faite pour quelqu'un de très particulier. Tu es bizarre, tu bouges pas beaucoup, tu fais pas de bêtises ?» Angèle le fixa calmement. « Et toi, tu fais trop de bruit? Tu pourrais essayer d'écouter juste un peu. » Au début, il ne s'entendait pas du tout. Stitch voulait grimper partout. Angèle préférait s'allonger pour écouter les vagues. Stitch hurlait en rigolant. Angèle fredonnait des chansons douces. Mais plus ils passaient de temps ensemble, plus ils comprenaient quelque chose de très important. Ils étaient différents, mais complémentaires. Un jour, Lilo proposa un défi rigolo. Une course à obstacles dans le jardin avec des bananes glissantes, des seaux d'eau et des chapeaux de fruits sur la tête. Stitch, surexcité, sauta partout. Angèle, très concentrée, attacha son chapeau calmement et répondit : « Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est l'élégance. » La course commença. Stitch glissait, tombait dans les eaux, riait aux éclats et finissait tout mouillé avec des tranches d'ananas sur le nez. Angèle, elle, avançait doucement, mais à la fin,
Les juges, qui étaient Nani et Lilo, décidèrent de donner le prix du plus drôle à Stitch et le prix de la plus gracieuse à Angèle. Tout le monde riait tellement que Stitch dit en rigolant: « D'accord, t'es pas si ennuyeuse que ça. » Et Angèle répondit malicieuse: « Et toi, t'es presque mignon quand t'as une banane sur la tête. » Un jour, Angèle sauva Stitch d'un piège de gantu en utilisant sa voix magique. Et ce jour-là, Stitch comprit: « Tu n'es pas là pour être comme moi. Tu es là pour me compléter. » Angèle répondit en souriant: « Jumba ne m'a pas créée pour être forte, rapide ou méchante. Il m'a créée pour que tu saches ce que c'est d'avoir quelqu'un qui t'équilibre et qui t'aime comme tu es. » Depuis ce jour, Stitch et Angèle ne se quittèrent plus. Ils se chamaillaient parfois, mais ils s'écoutaient, ils s'amusaient et surtout, ils s'apprenaient l'un de l'autre. Car parfois, il faut un peu de calme pour comprendre le chaos et un peu de chaos pour réveiller la magie du cœur. Ohana signifie famille. Et désormais, Angèle faisait pleinement partie de la leur. La famille de Lilo s'agrandit avec l'expérience 6, 2, 4. La moufle. Il fait très froid aujourd'hui dans la forêt. Un petit garçon marche avec son grand-père. Il a des gants, un bonnet, une écharpe, mais oh non, il ne s'en rend pas compte, mais il a perdu une de ses moufles rouges. Elle tombe dans la neige toute seule. Elle est douce, chaude, bien épaisse et surtout très invitante. Une petite souris grise passe par là. Elle grelotte. Brrr. Oh, une moufle. Je peux entrer? Juste un peu pour me réchauffer. Et hop, la souris se faufile dans la moufle. Puis vient une grenouille verte qui saute dans la neige. Roi, il fait froid. Moi aussi, je peux entrer? Bon, d'accord, répond la souris. Mais pousse-toi un peu. Et voilà la grenouille dans la moufle. Ensuite, arrive un hérisson tout piquant. Il neige beaucoup. Vous me laissez une petite place? La grenouille dit oui. La souris dit oui. Et hop, le hérisson entre aussi. Ça commence à être serré. Puis vient un renard roux. Oh là, cette moufle a l'air très confortable. Puis-je entrer? Tout le monde se pousse, se tord, se serre
et hop, le renard entre. La moufle est toute gonflée comme un ballon. Mais soudain, des pas lourds approchent. C'est un gros ours brun. Oh, il fait glacial. Je peux entrer aussi? Tous les animaux crient. Oh non, tu es trop gros. Mais l'ours fait les yeux doux et ils acceptent. Il entre tout doucement. Splaf! La moufle explose. Tous les animaux s'envolent dans la neige comme des flocons. Heureusement, personne n'est blessé. Et tous se mettent à rire. On était bien dans cette moufle. La souris dit: la prochaine fois, on prendra un bonnet. C'est la faute du chat. Ce matin-là, Pierre arrive à l'école en courant. Son sac à dos est grand ouvert, une chaussette dépasse, ses cheveux partent dans tous les sens. Il entre dans la classe, tout essoufflé. Bonjour madame, désolée du retard. La maîtresse lui lance un regard gentil, mais surpris. Bonjour Pierre. Dis-moi, tu as ton devoir de lecture? Pierre regarde ses chaussures, hésite, puis répond très sérieusement. Non madame, c'est la faute du chat. La faute du chat? Répète la maîtresse intriguée. Oui, madame, Minou, le chat de la voisine. Et Pierre se met à raconter. L'histoire commence. Hier, après le goûter, je m'étais installée à ma table. J'avais ouvert mon cahier, affûté mon crayon et même préparé mon dictionnaire. Et là, j'ai entendu un miaou affolé. Je suis sortie sur le balcon et qu'est-ce que j'ai vu? Minou, perché tout en haut d'un grand arbre du jardin. Il miaulait comme si le monde allait s'écrouler. Je ne pouvais pas le laisser là, tout seul, dans l'arbre. Alors, j'ai couru chercher l'échelle du garage. Elle est vieille et rouillée, mais je n'avais pas le choix. J'ai posé l'échelle contre l'arbre. J'ai commencé à grimper doucement. Et crac! Une marche a cédé sous mon pied. J'ai glissé et je suis tombée dans les rosiers. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. J'ai passé 1 heure à réparer l'échelle avec du scotch, une corde et une vieille cuillère en bois. C'était tout ce que j'ai trouvé. Tu as vraiment fait ça? Demande la maîtresse, mi-sceptique, mi-amusée. Ah oui, madame. Et pendant que je bricolais, j'ai fait un peu de bruit. Bon, beaucoup de bruit. Le bébé de la voisine faisait la sieste. Et à cause de moi, il s'est réveillé en hurlant. Sa maman est sortie en courant, affolée. Je me suis excusée. Et pour me faire pardonner, j'ai proposé d'aller chercher du pain pour le goûter. Elle m'a dit d'attendre 1 minute. Alors je suis restée là devant la maison. Et c'est là qu'un singe est arrivé. Un singe? Demande la maîtresse en arquant un sourcil. Ah oui, madame, oui, un vrai. Il venait sûrement
du parc voisin. Il a sauté sur la rambarde, a ouvert la porte restée entrebâillée et est entré dans la cuisine comme chez lui. Il a ouvert les placards, mangé les rôtis, renversé le ketchup partout. Puis il est ressorti avec un yaourt dans une main et un balai dans l'autre, comme un roi. Et toi, que faisais-tu pendant ce temps ? Demande la maîtresse. J'essayais d'expliquer à la voisine que ce n'était pas ma faute. Elle a rigolé. Puis elle m'a demandé de garder le bébé pendant qu'elle allait racheter à manger. Je suis restée sur le pas de la porte, le bébé dans les bras. Et là, un chien est apparu. Un gros chien, très gros. Il m'a regardé. Il a reniflé le bébé. Et puis, il a aperçu mon cartable. J'avais mis mon devoir dans la poche avant, bien rangé, prêt à être relu. Mais le chien, il a sauté dessus. Il a attrapé mon cahier et l'a mâchonné comme un jouet. Des pages partout. Des morceaux de phrases dans tous les sens. C'était un vrai puzzle de devoirs. J'ai essayé de le récupérer, mais le chien a couru dans la rue et s'est enfui. Pierre regarde sa maîtresse avec de grands yeux. Et voilà, madame, mon devoir a été mangé par un chien, parce qu'un singe est entré, parce qu'un bébé s'est réveillé, parce qu'une échelle s'est cassée et parce qu'un chat est monté dans un arbre. Tout à cause du chat. La maîtresse reste silencieuse un instant. Eh bien, Pierre, c'est l'histoire d'un devoir disparu la plus incroyable que je n'ai jamais entendue. Promets-moi une chose. Oui, madame. La prochaine fois, écris-moi toute cette histoire. Je te mettrai 10 sur 10, rien que pour ton imagination. Le monde des Mini. Il était une fois un garçon curieux et rêveur, nommé Arthur. Il adorait passer ses journées chez sa grand-mère, dans une maison ancienne entourée d'un immense jardin. Sa grand-mère lui racontait toujours des histoires magiques, notamment celle d'un peuple minuscule caché sous la terre que l'on appelait les Mini. Un jour, en cherchant un trèfle à 4 feuilles, Arthur trouva une pierre brillante cachée sous une racine. Lorsqu'il posa la main dessus, la terre trembla et en un éclair, il fut aspiré dans un trou et devint minuscule. Quand il ouvrit les yeux, tout semblait gigantesque. Les pâquerettes étaient aussi grandes que des arbres. Une abeille bourdonnante passa à côté de lui comme un avion. « Ne bouge pas !» dit une petite voix douce. Arthur se retourna. Une jeune fille, miniature, aux cheveux couleur de lune, portant une jolie robe faite de pétales brillants, le regardait avec un mélange de surprise et de joie. « Tu n'es pas un Mini ?
Tu es un humain ? Je m'appelle Séléna, princesse de la vallée lumière. » Elle lui expliqua que depuis que le cristal du cœur avait été volé, leur monde était en danger. Les lucioles ne brillaient plus, les fleurs se fanaient et le sol devenait sec. On pense que c'est Morvox, le seigneur des ombres, qui l'a pris. Il vit dans la grotte noire au fond de la forêt. Arthur, bien qu'un peu effrayé, proposa son aide. Séléna accepta avec un sourire et ensemble, ils partirent à l'aventure. Ils furent rejoints par Gribouille, un mini farceur qui montait un scarabée géant et qui adorait chanter. Le voyage ne fut pas de tout repos. Ils s'échappèrent à des fourmis soldats, traversèrent une rivière de rosée sur le dos d'une feuille et grimpèrent une montagne faite de cailloux et de mousse. Arrivés à la grotte noire, ils trouvèrent Morvox, une créature effrayante, mi-insecte, mi-machine, qui voulait éteindre toutes les lumières dans le monde des minis. Arthur se souvint alors de la graine magique que Séléna lui avait donnée au début du voyage. Il la planta au sol et aussitôt, une immense fleur dorée poussa, illuminant ainsi toute la grotte. Le cristal du cœur se libéra de sa prison d'ombre et Morvox s'enfuit dans un nuage de fumée. De retour dans la vallée lumière, le cristal retrouva sa place sur le grand arbre. Les lucioles dansèrent dans le ciel, les fleurs s'ouvrirent et les minis célébrèrent Arthur comme un véritable héros. Mais au lever du jour, Arthur se réveilla dans le jardin de sa grand-mère. Était-ce un rêve ? Peut-être. Et pourtant, dans sa poche, brillait une minuscule graine dorée. Depuis, il sait que les minis existent et que quelque part, la princesse Séléna veille encore sur lui. L'histoire. La pieuvre au cœur tendre, au fond de l'océan, là où la lumière du soleil n'arrive presque plus, vivait une drôle de pieuvre nommée Octavia. Elle avait une grande particularité. Son corps était bleu vif comme le ciel et son visage tout rose comme une crevette toute timide. Mais malgré ces jolies couleurs, les autres habitants de la mer avaient peur d'elle. « Attention, voilà la pieuvre aux grands bras !» criaient les poissons. « Elle va nous attraper !» chuchotaient les crevettes. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Octavia était très gentille, très peureuse et très très timide. Quand on lui parlait trop fort, elle se cachait dans un coquillage. Quand quelqu'un la regardait trop longtemps, elle devenait toute mauve de gêne. Elle passait ses journées à tricoter
des filets d'algues pour les poissons blessés, à dessiner des coquillages dans le sable quand personne ne regardait, et à pleurer un peu quand elle se sentait trop seule. Un jour, un petit hippocampe se perdit dans la forêt de corail. « À l'aide, je ne retrouve plus ma maman !» cria-t-il affolé. Tous les poissons avaient trop peur de s'aventurer là-bas. Les courants étaient trop forts et les plantes piquaient. Mais Octavia, bien que tremblante, se dit « Je suis peut-être timide, mais je ne peux pas le laisser tout seul. » Alors, elle prit une grande inspiration, rentra ses tentacules pour ne pas effrayer et s'approcha doucement du petit hippocampe. « Je peux t'aider si tu veux, » murmura-t-elle. L'hippocampe sursauta. Mais il vit alors ses yeux doux, son visage rose tout inquiet et ses tentacules qui ne bougeaient presque pas. « Tu n'es pas méchante ? » ?»« Oh non, je suis même un peu trop gentille, » dit-elle en rougissant encore plus. Ils partirent ensemble dans les coraux. Octavia repoussa les courants avec ses bras puissants. Elle coupa les algues qui grattaient et elle retrouva la maman hippocampe derrière un rocher. Tous les animaux qui regardaient de loin n'en croyaient pas leurs yeux. Elle l'a sauvée et elle ne l'a même pas mangée. Mais en fait, elle est gentille. À partir de ce jour, Octavia ne fut plus seule. Les poissons venaient lui parler tout doucement. Les crevettes venaient lui offrir des coquilles dorées. Et l'hippocampe, lui, donna un petit collier en perles pour lui dire merci. Octavia rougit tellement que son visage devint tout rouge comme une tomate. Mais au fond d'elle, elle se sentait un peu plus courageuse et surtout beaucoup moins seule. La petite poule rousse. Dans une ferme entourée de champs dorés et de pommiers en fleurs, vivait la petite poule rousse. Elle était vive, travailleuse et toujours prête à se lever tôt pour faire le tour de la cour. Un matin, alors qu'elle grattait la terre près du vieux pommier, elle découvrit un petit grain doré. « Oh, un grain de blé! Il brille comme un petit trésor. Et si je le plantais, je pourrais faire de la farine, puis du pain. Miam !» Elle trottina dans la cour pour demander de l'aide. Elle s'approcha du gros cochon rose qui se roulait dans la boue. « Cochon, peux-tu m'aider à planter ce grain de blé ? » ?»« Planter, moi ? Oh là là, je suis trop fatiguée. Je préfère faire la sieste. » grogna-t-il. Elle alla voir le chat tigré
qui faisait sa toilette au soleil. Chat, veux-tu m'aider à planter ce grain de blé? Avec mes jolies pattes? Miaou. Oh non, pas question. Miaou. Je viens juste de les lécher, dit-il. Puis elle demanda au canard blanc qui barbotait dans la mare. Canard, veux-tu m'aider à planter ce grain de blé? Ouin, planter, ouin, beurre, ça salit les plumes, ouin. Non merci, ouin. Coinça-t-il. Alors je le ferai moi-même, dit la petite poule rousse. Elle retourna près du pommier, creusa un petit trou, y déposa la graine et le recouvrit de terre. Elle l'arrosa doucement. Les jours passèrent, la pluie tomba, le soleil brilla et le petit grain grandit, grandit. Un beau matin, le blé était bien mûr, tout doré et prêt à être coupé. Petite poule rouge reprit sa tournée. Cochon, veux-tu m'aider à couper le blé? Couper? Avec quoi? Je ne sais même pas comment on fait. Chat, veux-tu m'aider à couper le blé? Moi? Miaou. J'ai déjà quelque chose de prévu. Miaou. Faire la sieste sur le coussin. Miaou. Canard, veux-tu m'aider à couper le blé? Ouin. Oh non, ouin. Je vais mouiller tout le champ avec mes pattes, ouin. Alors je le ferai moi-même, dit la petite poule rousse. Elle prit une petite faucille et toute seule coupa les épis, les lia en bottes et les porta jusqu'au moulin. Le meunier l'accueillit en souriant. Bonjour, petite poule rousse, que veux-tu aujourd'hui? Peux-tu moudre ce blé pour que je fasse de la farine? Demanda-t-elle poliment. Bien sûr, avec plaisir. La farine dans son sac, petite poule rousse retourna à la maison. Elle mit son tablier, versa la farine, ajouta de l'eau, du sel, un peu de levure et pétrit, pétrit, pétrit. Puis elle dit en soufflant: Ouf, c'est du travail, mais j'ai hâte de sentir la bonne odeur du pain. Elle alluma son four, y plaça la pâte et attendit. Une bonne odeur de pain chaud se répandit dans toute la cour. Ça sentait bon. Aussitôt, le cochon sortit de sa boue. Le chat ouvrit un œil et le canard sortit de la mare en reniflant l'air. Qui veut m'aider à manger ce pain tout chaud? Demanda la petite poule rousse avec un sourire malicieux. Moi, dit le cochon. Moi, dit le chat. Ouin, moi. Dit le canard.
La petite poule rousse les regarda et dit: Quand j'ai demandé de l'aide pour planter, vous avez dit non. Quand j'ai demandé de l'aide pour couper, vous avez dit non. Quand j'ai demandé de l'aide pour faire la farine, vous avez dit non. Et pour le pétrir et le cuire, j'ai tout fait toute seule. Alors, je vais manger ce pain toute seule aussi. Et la petite poule rousse s'assit sur son banc, coupa une belle tranche et la croqua lentement en fermant les yeux de plaisir. Miam, c'est délicieux. Le cochon, le chat et le canard se regardèrent un peu gênés. On n'a pas été très sympa, dit le cochon. Miaou, la prochaine fois on l'aidera, dit le chat. Ouin, ouin, promis. Coinça le canard. Et depuis ce jour, quand la petite poule rousse a besoin d'un coup de patte, ses amis sont toujours là pour lui donner un coup de main. Les aventures de Jean Lapin. Dans une jolie clairière entourée d'arbres, doux comme du coton, vivait Jean Lapin, un petit lapin malin, curieux et toujours plein d'énergie. Jean portait un chapeau de paille un peu trop grand pour lui, un tablier plein de terre, et dans ses poches, on trouvait toujours des graines à planter. Jean n'était pas un lapin comme les autres. Il adorait jardiner. Pas pour se remplir le ventre, non, 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 mais pour voir pousser la vie. Chaque matin, il se levait tôt, étirait ses longues oreilles et filait dans son potager en chantant. Il parlait à ses carottes, souriait à ses radis et faisait même des câlins aux laitues. Sans trop les froisser, bien sûr. Un beau matin de printemps, quand Jean arriva dans son jardin, il s'arrêta net. Oh, plus une seule carotte, plus de feuilles vertes. Jean cligna des yeux. Il regarda à droite, il regarda à gauche, puis en l'air. Ce n'est pas possible. On me les a prises pendant que je dormais. Très vite, il sortit sa loupe, qu'il utilisait pour observer les pucerons, et se mit à inspecter le sol. Il y avait des traces, des empreintes, petites, mais nombreuses. Jean Lapin fronça les moustaches. On dirait des traces de pattes de griffures. Il décida de mener son enquête. Première étape, chez Lulu la tortue, la plus lente, mais aussi
la plus sage de la forêt. « Bonjour, Lulu. Tu n'aurais pas vu quelque chose d'étrange cette nuit ?» Lulu cligna lentement des yeux et répondit. J'ai entendu des petits rires et vu des ombres sauter. 3, je crois, peut-être des voleurs de carottes. » Jean Lapin sursauta. « Des voleurs de carottes ?» Il remercia Lulu et se mit à trottiner, oreilles dressées, jusqu'à l'arbre de Gaston l'écureuil, grand spécialiste des farces. « Gaston, dis-moi la vérité. Tu n'aurais pas chippé mes carottes pour faire une blague ?» Gaston éclata de rire, fit une pirouette sur sa branche et répondit. « Moi, j'adore les farces, mais pas les légumes. Berk, berk, berk. » Mais j'ai vu passer 3 lapins gris en pleine nuit. Ils chantaient quelque chose comme les carottes de Jean sont les meilleures, on en prend 3 ou 4, ou même une douzaine. Jean ouvrit grand les yeux. 3 lapins gris? Mais ce ne seraient pas les frères Sautebond? Les frères Sautebond étaient 3 jeunes lapins malicieux qui passaient leur temps à bondir partout et à faire des bêtises, surtout quand ils avaient faim. Jean partit aussitôt vers la colline des Échos, là où il vivait. En arrivant, il vit des fanes vertes dépassant d'un terrier. Il se pencha doucement. Et là, il entendit « Miam ! Celle-là est sucrée ! Attends, j'en veux une autre. Chut! Si Jean Lapin nous trouve, on est cuit. Enfin, pas en soupe. » Jean Lapin tapa doucement du pied. « Les frères Sautebond, vous avez quelque chose à me dire ?» Les 3 lapins gris sortirent la tête du terrier, les moustaches pleines de terre et les yeux tout ronds. « On avait très faim, Jean, et elle sentait si bon. On n'a pas pu résister. » Jean Lapin les regarda longuement. Il était fâché, mais pas trop. Alors, il inspira profondément et dit « Ce n'est pas gentil de prendre sans demander, mais je comprends que vous ayez eu faim. Alors voilà, vous allez m'aider à replanter des carottes et en échange, je vous en donnerai un peu chaque semaine. D'accord ?» Les 3 frères sautèrent de joie. « Oui, Jean, promis, on sera les meilleurs jardiniers du monde, tu vas voir. » Et c'est ainsi que pendant tout le printemps, Jean Lapin et les frères Sautebond travaillèrent ensemble dans le grand jardin. Ils plantèrent des graines, arrosèrent, chantèrent et rirent beaucoup. Quand l'été arriva, le potager était encore plus beau qu'avant.
des carottes énormes, des tomates juteuses, des courgettes rigolotes. Jean invita tous ses amis pour une grande fête du potager. Il y avait des tartes aux légumes, de la soupe et même des gâteaux à la carotte. Et ce soir-là, autour d'un feu de bois, Jean Lapin chanta avec tout le monde. Elliot, le petit rêveur de l'espace. Elliot avait 8 ans. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était regarder les étoiles. Chaque soir, il collait son nez contre la fenêtre de sa chambre, imaginant des mondes lointains, des planètes colorées, des créatures bizarres et gentilles. À l'école, on disait souvent d'Elliot qu'il était dans la lune. Il n'était pas le plus rapide, ni le plus bavard. Mais dans sa tête, il vivait des aventures incroyables. Un soir, alors que sa maman lui disait « Allez, au lit, mon petit rêveur !» une lumière étrange et bleue envahit sa chambre. Zip! En un éclair, Elliot fut aspiré dans un rayon lumineux. Quand il rouvrit les yeux, il flottait dans l'espace. Devant lui, un immense vaisseau brillait comme une étoile filante. Des créatures colorées volaient dans les airs. D'autres flottaient. D'autres changeaient de forme comme de la pâte à modeler. Une voix retentit. « Bienvenue, ambassadeur de la Terre. » « Moi ?» balbutia Elliot. « Mais je suis juste Elliot ?» Il ne comprenait pas. Il n'avait rien demandé, mais il était là, et tout le monde l'observait. Heureusement, dans la foule, une petite créature bleue s'approcha de lui. Elle avait les yeux ronds comme des billes et un sourire lumineux. « Je m'appelle Zarnio, » dit-elle en lui tendant une sorte de sucette brillante. « Goûte, ça t'aidera à parler comme nous. » Elliot hésita, puis croqua doucement. Et hop, il comprit tout ce que Zarnio disait. Dès lors, ils ne se quittèrent plus. Zarnio lui fit découvrir le vaisseau. Des couloirs en chewing-gum, des fontaines à limonade, des étoiles apprivoisées, des bulles musicales. Elliot avait vraiment l'impression d'être dans un rêve. À son tour, il montra à Zarnio comment faire une cabane sous une table, comment inventer des histoires avec une peluche et comment dessiner des fusées avec des feutres. Mais tout changea lorsqu'un grand extraterrestre imposant entra dans la salle. Il avait la peau métallique et une voix grave. C'était le père de Zarnio, un des grands ambassadeurs galactiques. « Zarnio, ce garçon ne fait pas partie de notre peuple.
Il pourrait perturber le conseil. Zarnio fronça les sourcils. Papa, Elliot est mon ami. Il m'a appris des choses que tu ne m'as jamais dites. Il m'a montré que l'imagination, ça peut être plus fort que la technologie. Le père resta silencieux, puis d'une voix plus douce, il dit: Alors peut-être que j'ai encore à apprendre, moi aussi. Le lendemain, le Conseil galactique invita Elliot à parler au nom de la Terre. Il avait le trac, mais Zarnio lui serra fort la main. Sois juste toi-même. Elliot inspira et raconta la Terre à sa façon. Il parla des forêts, des rêves sous les couvertures, des enfants qui jouent à se déguiser, des histoires qu'on raconte pour ne pas avoir peur du noir. Les extraterrestres restèrent silencieux. Puis lentement, ils se mirent à applaudir. Elliot baissa les yeux, le cœur battant. Je ne suis pas vraiment un héros. Je suis juste un petit garçon qui aime rêver. Alors, la voix du conseil déclara: C'est pour cela que nous t'avons choisi. C'est que tu es déjà merveilleux. Plus tard, Zarnio accompagna Elliot jusqu'au rayon lumineux. Tu reviendras? Demanda-t-il. Promis, répondit Elliot avec un sourire. Et en un éclair, Elliot se retrouva dans sa chambre, comme si rien ne s'était passé. Mais cette nuit-là, en regardant les étoiles, il chuchota: Merci, Zarnio, je ne t'oublierai jamais. L'histoire est terminée. C'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Comment s'appelle le petit garçon qui rêve de voyager dans l'espace? Il s'appelle Elliot. Voici maintenant la deuxième question. Elliot devient ami avec un extraterrestre. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Zarnio. Et voici maintenant la troisième et dernière question. De quelle couleur est le rayon de lumière? Le rayon de lumière est de couleur bleue. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.